Pour Noël, ma sœur a eu une BMW neuve. Moi, des chaussettes à 2 euros. Mon père, chacun a ce qu'il mérite. Prends-les ou pars. Alors à 4 heures du matin, j'ai laissé mes clés et déposé mon propre cadeau. Au réveil, il avait tout détruit. La première fois que j'ai réalisé que Noël pouvait ressembler à un tribunal, j'étais assise à la table de la salle à manger de mes parents à Saint-Germain-en-Laye, ma serviette pliée soigneusement sur mes genoux et mes mains glissées sous le bord de la table pour que personne ne les voie trembler. Dehors, le quartier était calme de cette manière feutrée propre aux banlieues chics, avec ce genre de froid qui rend l'air pur et tranchant sous les lumières des porches. À l'intérieur, la maison de mes parents était chaude, lumineuse et bondée, pleine d'odeurs de cannelle et de rôti, et des voix superposées de gens qui adoraient parler les uns par-dessus les autres. Maman avait mis les petits plats dans les grands, comme toujours. Un gros rôti glacé et brillant, un gratin dauphinois bouillonnant sur les bords, des petits pains enveloppés dans une serviette pour rester chaud. Le sapin de Noël dans le salon clignotait à travers l'encadrement de la porte comme s'il essayait de me convaincre que tout allait bien. J'étais assise à ma place habituelle, celle que j'occupais depuis l'enfance, au milieu de la table, assez près de la cuisine pour être utile, assez loin du centre pour être oubliable. En face de moi, ma sœur cadette, Manon, ressemblait à une page de catalogue de fêtes, les cheveux bouclés, le pull parfait, les joues rosies par l'excitation. Elle ne cessait de jeter des coups d'œil vers le couloir comme si elle attendait que quelqu'un appelle son nom pour annoncer qu'elle avait gagné quelque chose. Papa était en bout de table, découpant la viande comme un homme persuadé que le monde avait encore du sens tant qu'on faisait les choses dans le bon ordre. Il portait une chemise impeccable, les manches retroussaient juste ce qu'il fallait pour paraître décontracté, et il avait cet air satisfait qu'il arborait quand la famille était réunie et que tout le monde se tenait bien. Maman flottait entre les chaises, remplissant les verres, touchant les épaules, riant trop fort à des blagues qu'elle avait entendues 100 fois. Elle portait un rouge à lèvres assorti à ses ongles, et chaque fois qu'elle souriait, je pouvais voir à quel point elle était fière de l'image que nous renvoyions. Si vous écoutez ceci en ce moment, je dois vous demander ce que vous faites pendant votre écoute. Êtes-vous en train de plier du linge, de conduire pour rentrer chez vous, de remuer quelque chose sur la cuisinière? Quant à moi, j'étais assise à cette table, les genoux serrés, essayant d'avaler une boule dans ma gorge sans que personne ne le remarque. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans une pièce remplie de votre propre famille, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner, et dites-moi d'où vous écoutez, car je vous promets que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Le dîner avançait comme il le faisait toujours, comme une chanson familière. Tante Isabelle parlait de la collecte de fonds de sa paroisse. Le mari de quelqu'un racontait une histoire sur les embouteillages de l'autoroute A13 et comment les gens oubliaient de conduire dès qu'il neigeait. J'hochais la tête et souriais au bon moment, riant même 1 ou 2 fois, mais j'avais l'impression de me regarder faire à quelques mètres de distance. Mon esprit tournait en boucle autour de la même pensée, celle que j'essayais d'ignorer depuis que je m'étais garé dans l'allée de mes parents et avais remarqué que la porte du garage était fermée hermétiquement. Manon tapait du pied, un petit rebond impatient sous la table. De temps en temps, elle se penchait vers maman et chuchotait quelque chose, et maman lui tapotait la main de manière ludique, comme on le fait avec un enfant qui ne peut pas attendre le dessert. Papa les regardait avec des yeux doux, comme si le secret qu'elle partageait était une friandise qu'il avait lui-même préparée. Juste au moment où les assiettes étaient presque vidées que la pièce baignait dans cette chaleur somnolente qui suit un bon repas, papa s'est levé et a levé son verre. Il n'a pas tapé dessus avec une cuillère. Il n'en a pas eu besoin. La pièce s'est tue parce que papa l'attendait. C'était comme ça que ça fonctionnait dans notre famille. Papa parlait, et tout le monde écoutait. Il s'est raclé la gorge, souriant comme s'il allait raconter une blague. Il a regardé Manon au bout de la table, et son sourire s'est élargi en quelque chose de presque théâtral. Il a dit qu'il voulait prendre un moment, parce que cette année avait été spéciale. Il a dit que Manon avait travaillé si dur, qu'elle avait obtenu son diplôme, qu'elle méritait quelque chose de significatif pour marquer le coup. Maman a joint ses mains et a poussé un petit cri, comme si elle était aussi surprise que les autres, mais je pouvais voir l'excitation répétée sur son visage. Manon a mis ses 2 mains sur sa bouche. Ses yeux se sont remplis instantanément. Elle n'a même pas essayé de le cacher, car dans notre famille, les sentiments de Manon avaient toujours le droit d'être grands. Papa a dit qu'il y avait quelque chose qu'il voulait qu'elle voie, quelque chose qui n'était pas sous le sapin. Les chaises ont raclé le sol. Les gens ont ri, murmuré et attrapé leur pull. Toute la pièce s'est levée dans un élan d'anticipation, et je me suis levé aussi, parce que c'est ce qu'on fait quand le courant familial nous emporte.
Nous avons traversé le couloir comme une petite parade, les chaussures claquant contre le parquet, notre souffle devenant visible une seconde quand la porte s'est ouverte et que l'air froid nous a giflé le visage. Le garage sentait le caoutchouc, l'huile et cette légère odeur chimique sucrée du neuf. Papa a allumé les plafonniers, et pendant un instant, tout était immobile, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Elle était là. Une BMW X5, modèle 2026, d'une peinture blanche si brillante qu'elle reflétait les guirlandes lumineuses du garage comme des étoiles. Un énorme nœud rouge trônait sur le capot, brillant comme un panneau stop, le ruban étiré sur le pare-brise comme sur un paquet cadeau. Manon a émis un son mi-sanglot mi-rire et s'est mise à pleurer de tout son corps, le genre de pleurs qu'on a quand on se sent adoré. Elle a couru vers l'avant et a pressé ses mains contre la portière, comme si elle avait besoin de la toucher pour prouver qu'elle était réelle. Maman a ri, fort et ravie, son rire résonnant sur les murs. Elle a passé ses bras autour de Manon par derrière, et Manon s'est appuyée contre elle comme si c'était sa place. Les gens ont applaudi. Tante Isabelle a dit « Oh mon Dieu !» Quelqu'un a sifflé. Papa se tenait les mains sur les hanches, absorbant tout cela comme un homme qui venait de réussir le tour de magie parfait. Papa l'a répété, cadeau de fin d'études, parce qu'elle avait travaillé si dur. Il a dit qu'il voulait que sa petite fille ait quelque chose dont elle puisse être fière. Il n'a rien dit sur le coup. Il n'a pas mentionné les paiements. Il ne m'a pas regardé une seule fois. J'ai regardé les doigts de Manon tracer la courbe du rétroviseur, la façon dont elle inclinait la tête, s'imaginant derrière le volant. Elle a chuchoté que toutes ses amies avaient de nouvelles voitures maintenant. Elle a dit qu'elle en rêvait, comme si c'était un vœu secret qu'elle faisait depuis des années. Papa souriait comme s'il l'avait sauvée d'une tragédie. Maman continuait de rire, essuyant des larmes au coin de ses yeux, comme si c'était la chose la plus joyeuse qui soit jamais arrivée dans ce garage. J'ai senti un froid dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la météo. Ce n'était pas encore de la colère. C'était quelque chose de plus calme, comme une porte qui se fermait en moi. Nous sommes rentrés à l'intérieur, le froid nous chassant vers la chaleur, et tout le monde bourdonnait encore en s'installant de nouveau sur les chaises. Les assiettes ont été débarrassées. Le café est apparu. Quelqu'un a mis de la musique de Noël en fond sonore, le genre censé rendre tout doux et sûr. Papa a dit à Manon de s'asseoir, car il y avait une dernière partie à la soirée. Il a dit qu'il y avait des cadeaux. Maman a dirigé tout le monde vers le salon, mais papa a insisté pour que nous finissions d'abord à table, comme si la salle à manger était le lieu où se prenaient les décisions familiales. Manon était assise, vibrant pratiquement sur place. Tante Isabelle lui a tapoté la main et a dit qu'elle le méritait. Papa a hoché la tête en signe d'accord. Puis, avec un geste théâtral qui m'a noué l'estomac, maman a fait glisser un petit sac cadeau sur la table vers moi. Il était léger. Trop léger. Le papier était fin et froissé, et le sac était le genre qu'on trouve dans n'importe quel supermarché. Manon avait une montagne de boîtes emballées qui l'attendaient sous le sapin, et mon sac ressemblait à une arrière-pensée de dernière minute. Je me suis dit de ne pas y accorder d'importance. Je me suis dit de ne pas surinterpréter. Je me suis dit que j'étais trop vieille pour être blessée par quelque chose d'aussi puéril que des cadeaux de Noël. Et pourtant, mes doigts étaient engourdis alors que j'attrapais le papier de soie. Je l'ai sorti lentement. À l'intérieur se trouvait une paire de chaussettes, des chaussettes de sport blanches, pliées en un rectangle serré. Elles n'étaient pas festives. Elles n'étaient pas spéciales. C'était le genre qu'on jette dans un caddie quand on réalise qu'on manque de basique. L'étiquette de prix était encore attachée. 2,49 €. Je les ai tenus sur mes genoux une seconde, fixant cette petite étiquette comme si c'était une erreur. Comme si quelqu'un avait sûrement oublié de l'enlever. Comme si cela ne pouvait sûrement pas être intentionnel. Maman a ri. Pas un gloussement poli. Pas un petit rire doux. Elle a ri comme si elle venait de voir quelque chose de drôle à la télévision. Papa s'est adossé à sa chaise et m'a regardé avec des yeux calmes et mesurés. La pièce s'était tue à nouveau, non pas parce que quelqu'un se souciait de mon cadeau, mais parce qu'il regardait mon visage, attendant de voir ce que je ferais. Attendant que la responsable soit responsable. Papa a dit, la famille passe avant tout. Je n'ai pas répondu. Je sentais mes joues chauffer, non pas de gêne, mais de l'effort pour garder une expression neutre. Papa a dit, tout le monde a ce qu'il mérite. Maman a ri encore, et Manon, toujours rouge de son moment BMW,
a laissé échapper un petit éclat de rire aussi, comme si mon malaise était un accompagnement à sa joie. Puis papa a dit, prends-le ou sors d'ici. Sa voix n'était pas élevée. C'est ce qui a rendu la chose pire. Ce n'était pas une explosion. Ce n'était pas une dispute. C'était un verdict. J'ai regardé les chaussettes à nouveau. 2,49 €. C'était un si petit chiffre, mais il pesait une tonne. Je pouvais entendre le doux bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Je pouvais entendre la cuillère de quelqu'un teinter contre une tasse à café. Je pouvais entendre mon propre pouls dans mes oreilles. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai souri. C'était le genre de sourire que les femmes apprennent à faire quand elles essaient de maintenir la paix. Le genre de sourire qu'on utilise quand on avale quelque chose de tranchant. J'ai dit merci, parce que c'est ce qu'une bonne fille dit au dîner de Noël. J'ai dit que j'avais toujours besoin de chaussettes. Je les ai même soulevées légèrement comme si c'était une blague que je pouvais partager, comme si j'étais dans le coup. Papa a hoché la tête, satisfait. Maman s'est adossée à sa chaise, toujours amusée. L'attention de Manon s'est détournée de moi immédiatement, retournant à son téléphone, à sa nouvelle voiture, à la partie de la nuit qui lui appartenait. La conversation a repris comme si de rien n'était. Les gens se sont levés et sont passés au salon. Maman a allumé plus de lumière. Quelqu'un a pris des photos de Manon près du sapin, les joues humides de larmes de joie, les bras autour de maman et papa. Je les ai suivis parce que mon corps connaissait la chorégraphie. Je me suis tenu à l'écart pendant que Manon ouvrait quelques cadeaux de plus, et j'ai applaudi au bon moment. Mes mains semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. La pièce devenait floue sur les bords, non pas parce que j'avais le vertige, mais parce que quelque chose en moi rétrécissait son champ de vision. Tout ce que je pouvais voir, c'était ce nœud. Ce capot blanc brillant. Cette étiquette de prix sur mes chaussettes. À un moment donné, papa est passé devant moi et m'a tapoté l'épaule, une petite pression ferme, comme si j'étais un chien bien dressé. Il m'a dit que j'étais toujours la plus forte. Il m'a dit qu'il savait que je comprenais ce que signifiait la famille. J'ai hoché la tête, parce que si j'ouvrais la bouche, je n'étais pas sûr de ce qui en sortirait. Quand la nuit a finalement ralenti, quand les gens ont commencé à bâiller, à s'embrasser et à se couvrir pour partir, maman m'a serré dans ses bras et m'a dit bonne nuit. Elle m'a dit de conduire prudemment. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. J'ai dit je t'aime aussi, parce que les vieilles habitudes ont la vie dure. Manon a à peine levé les yeux quand je lui ai dit bonne nuit. Elle tenait toujours ses clés, les tournant dans sa main comme si elle ne pouvait pas croire qu'elles étaient réelles. Elle a dit quelque chose à propos de sortir la BMW à la première heure le lendemain matin, peut-être poster une vidéo. Elle a dit qu'elle avait hâte de montrer ça à tout le monde. Papa a verrouillé la porte derrière le dernier invité. Il a vérifié les fenêtres comme il le faisait toujours. Maman a éteint la lumière de la cuisine. La maison s'est installée dans son calme nocturne, et je suis resté dans le couloir un moment, écoutant le son étouffé du rire de Manon venant de l'étage. Je suis entré dans ma chambre d'enfance, les mêmes murs pâles, le même grincement familier dans la latte du parquet près de la commode. Le couvre-lit était sur le thème des fêtes, quelque chose que maman avait mis pour rendre l'endroit douillet. La lampe projetait un cercle de lumière chaude sur la table de nuit. Je me suis assise sur le bord du lit avec les chaussettes toujours à la main. 2,49 €. J'ai pensé à la voix de papa, calme et certaine. La famille passe avant tout. Tout le monde a ce qu'il mérite. Prends-le ou sors d'ici. J'ai réalisé qu'il m'avait déjà dit exactement où je me situais. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti l'envie de regagner son approbation. Je n'ai pas ressenti l'envie de m'expliquer. Je n'ai pas ressenti l'envie d'arranger les choses. Je me sentais juste fatigué. J'ai posé les chaussettes sur la table de nuit comme si c'était des preuves à conviction. J'ai éteint la lampe, et l'obscurité a rempli la pièce. Au bout du couloir, j'ai entendu le rire de maman à nouveau, plus doux maintenant, comme si elle revivait le moment. Je suis resté allongé là, fixant le plafond, écoutant la maison respirer, et je savais que quand le matin viendrait, je n'allais pas être la personne qu'ils attendaient. Cette pensée pesait lourd dans ma poitrine alors que la maison devenait finalement silencieuse. Le rire au bout du couloir s'est estompé. Les portes se sont fermées doucement. Les tuyaux ont cliqueté alors que quelqu'un faisait couler de l'eau.
Puis il n'y a plus eu que le bourdonnement sourd de la chaudière et le faible tic-tac de l'horloge dans le couloir, la même horloge qui avait décompté chaque Noël de mon enfance. Je suis resté allongé dans le noir, fixant le plafond, écoutant ma propre respiration. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas rejoué la scène de la table encore et encore comme je le ferais habituellement. Au lieu de cela, mon esprit semblait étrangement calme, comme s'il avait atteint une conclusion bien avant que mes émotions ne les rattrapaient. Au bout d'un moment, je me suis assise et j'ai attrapé mon téléphone. L'écran a éclairé la pièce d'une lueur bleu pâle. Il était tard, bien après minuit, mais le sommeil semblait impossible. Mon corps était fatigué, mes yeux brûlaient, pourtant mes pensées étaient nettes, concentrées d'une manière qui me surprenait. J'ai ouvert mes emails, puis je les ai fermés. J'ai ouvert mon application bancaire, puis j'ai hésité. Pendant des années, chaque fois que quelque chose ne semblait pas tourner rond dans ma famille, je m'étais dissuadé de regarder de trop près. Je m'étais dit de ne pas faire de vagues, de ne pas trop réfléchir, de ne pas poser de questions. Ce soir, cet instinct avait disparu. J'ai balancé mes jambes hors du lit et je me suis levé. La moquette était froide sous mes pieds. J'ai marché à pas feutrés à travers la pièce jusqu'au bureau que maman appelait encore mon coin étude, même si ce n'était en réalité qu'un vieux meuble d'un magasin de déstockage et une chaise qui vacillait si on se penchait trop en arrière. Je me suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé, et avec lui, la réalité silencieuse de ma vie. Pas des souvenirs. Pas des émotions. Juste des faits. Je me suis connecté à mon compte bancaire en premier. La liste familière des transactions a rempli l'écran, nette et ordonnée, des lignes de responsabilités empilées les unes sur les autres. Je n'ai pas fait défiler loin. Je n'en avais pas besoin. Le paiement du crédit immobilier était là, programmé, comme il l'était depuis des années. Automatique. Fiable. Mon nom y est attaché, pas celui de papa. Le mien, Élise. J'ai cliqué sur les détails. Le montant. La date. La confirmation que cela serait traité sans que personne n'ait besoin de lever le petit doigt. Je me suis adossé à la chaise et j'ai fermé les yeux une seconde. Puis j'ai ouvert le compte d'assurance. Assurance auto. La police couvrait les 2 véhicules de mes parents. Mon email. Mon numéro de téléphone. Mon moyen de paiement. Tout cela lié à moi, comme une toile que j'avais tissée lentement, une décision serviable à la fois. Les charges courantes venaient ensuite. Électricité. Gaz. Eau. Tout ce qui gardait la maison chaude, lumineuse et confortable pendant un hiver en Île-de-France. Tout en prélèvement automatique. Tout géré via des identifiants que papa n'avait jamais pris la peine d'apprendre parce qu'il n'en avait pas besoin. La taxe foncière suivait. Mensualisée, prélevée proprement chaque mois, loin des yeux, loin du cœur. Encore une fois, mon nom. Mon compte. Ma responsabilité. Je suis resté assise là à fixer l'écran, le doux vrombissement du ventilateur de l'ordinateur portable étant le seul son dans la pièce. C'était la vérité que je ne m'étais jamais autorisé à dire à voix haute. Pas à mes amis. Pas à mes collègues. Pas même à moi-même. Leur vie fonctionnait parce que je la faisais fonctionner. J'ai pensé à papa debout dans le garage, le torse bombé, se prélassant sous les applaudissements pendant que Manon pleurait sur sa BMW. J'ai pensé à la façon dont il avait parlé, confiant, sûr de lui, comme un homme qui croyait avoir le contrôle. Tout va bien, disait-il toujours. C'était sa phrase préférée aussi loin que je m'en souvienne. Tout va bien, tant que les lumières restent allumées. Tout va bien, tant que les factures sont payées. Tout va bien, tant que quelqu'un d'autre gère discrètement les détails. La décision d'acheter cette voiture n'avait pas été pratique. Elle n'avait pas été planifiée. Elle avait été émotionnelle, motivée par l'orgueil et la pression et le désir de voir Manon heureuse, de lui donner ce que ses amis avaient, de se sentir comme un père généreux. Je pouvais voir cela clairement maintenant, sans amertume, sans colère. Ce qu'il n'avait pas fait, c'était penser à ce qui se passerait ensuite. J'ai ouvert un nouvel onglet et je me suis connecté au portail de paiement. Mes mains étaient stables. Cela m'a surprise. Je m'attendais à ce qu'elle tremble, qu'elle hésite, qu'elle se fige comme elle le faisait toujours quand la famille était impliquée. Au lieu de cela, elles ont bougé avec une certitude tranquille.
J'ai cliqué sur le crédit immobilier. Il y avait une petite option en dessous, quelque chose que je n'avais jamais touché auparavant. Annuler le prélèvement automatique. Les mots étaient là, simples et sans prétention. Pas de bannière d'avertissement. Pas de fenêtre pop-up dramatique. Juste un choix. J'ai passé le curseur dessus et j'ai attendu que la culpabilité surgisse. Que la panique arrive. Que la voix familière dans ma tête commence à lister toutes les raisons pour lesquelles ce serait mal. Rien de tout cela n'est venu. J'ai cliqué. Une fenêtre de confirmation est apparue, me demandant de vérifier. Je l'ai fait. L'écran s'est rafraîchi, et le paiement a disparu du calendrier. Annulé, avec effet immédiat. J'ai pris une lente inspiration. Ensuite, c'était l'assurance auto. Le même processus. La même finalité propre et silencieuse. Résilié, avec effet immédiat. Les services publics ont suivi. Un par un. Chaque clic ressemblait moins à un acte de rébellion qu'au fait de poser quelque chose après l'avoir porté trop longtemps. La taxe foncière était la dernière. J'ai fait une pause là un instant, mon doigt planant sur le pavé tactile. Les impôts ne sont pas quelque chose qu'on rate à la légère. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. C'est le genre de chose qui revient avec des conséquences. J'ai pensé à la voix de papa à table. Prends-le ou sors d'ici. J'ai cliqué. Annulé, avec effet immédiat. Quand ce fut fait, je me suis rassise et j'ai fixé l'écran. La liste des paiements programmés était plus courte maintenant. Plus propre. Plus légère. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas cruelle. Ce que je ressentais, c'était de l'épuisement, le genre d'épuisement qui vient après avoir enfin arrêté de retenir son souffle. J'ai ouvert les paramètres de l'imprimante et j'ai mis du papier dans le bac. L'imprimante s'est animée en vrombissant, bruyante dans la pièce calme, crachant page après page. Chacune montrait la même chose. Confirmation d'annulation. Mon nom. La date. Le statut effectif. J'ai empilé les papiers soigneusement, alignant les bords comme je le faisais toujours quand je voulais garder mes émotions sous contrôle. Annulé, avec effet immédiat. Les mots semblaient différents sur papier. Plus réels. Moins réversibles. J'ai rassemblé les pages et les ai mises de côté sur le bureau. Puis je me suis levé et je me suis étiré, le dos douloureux, les épaules tendues. Il m'est venu à l'esprit que c'était la première veille de Noël depuis des années où je n'avais pas essayé d'arranger quoi que ce soit. Je n'avais pas envoyé de SMS d'excuses. Je n'avais pas adouci un moment inconfortable. Je n'avais cherché d'excuses pour personne. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la rue. La neige saupoudrait les trottoirs, intacts, brillant faiblement sous les lampadaires. Une voiture est passée lentement, les pneus crissant, puis a disparu au coin de la rue. Quelque part au bout du couloir, une porte s'est ouverte et refermée. Le rire de Manon a flotté brièvement à travers la maison, léger et insouciant. Je me suis demandé si elle tenait toujours ses clés, si elle était allongée dans son lit à s'imaginer conduire cette voiture, à imaginer ce que ça ferait d'arriver quelque part et d'être admirée. Je ne lui enviais pas son rêve. Ce que je lui enviais, c'était le coup. Je suis retourné au bureau et j'ai glissé les pages imprimées dans une pochette. Mes mouvements étaient prudents, délibérés, comme si je me préparais pour une réunion plutôt que pour le démantèlement de la colonne vertébrale financière de ma famille. J'ai regardé l'heure dans le coin de l'écran. Il était près de 4 heures du matin. Cela semblait important. J'ai éteint l'ordinateur portable et je suis resté là un moment dans la pièce sombre, écoutant le silence. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas triste de la manière dont je m'y attendais. Je me sentais lucide. Il ne s'agissait pas de punition. Il s'agissait d'alignement. D'enfin faire correspondre mes actions à la vérité avec laquelle je vivais depuis des années. Je me suis rassise sur le lit et j'ai ramassé les chaussettes sur la table de nuit. L'étiquette de prix était toujours là, brillante et sans excuse. Je les ai tournées dans mes mains, sentant le tissu fin, leur banalité. Tout le monde a ce qu'il mérite. Les mots résonnaient dans ma tête, non plus comme une insulte, mais comme un énoncé de fait. J'ai posé les chaussettes et je me suis levé à nouveau, cette fois avec détermination. Il y avait encore quelque chose que je devais faire avant le matin. Quelques décisions à prendre.
L'horloge au mur tic-taquait régulièrement alors que les minutes passaient, chaque seconde me rapprochant de 4 heures du matin. Et je ne l'ai pas arrêté. L'horloge est passée à 4 heures du matin sans aucune cérémonie, pas de carillon, pas d'avertissement, juste un changement silencieux de chiffres qui semblait pourtant plus lourd que tout ce qui s'était passé toute la nuit. Je me suis levé, j'ai éteint la lampe et j'ai attrapé ma valise. J'avais fait mes bagages plus tôt, tranquillement, pliant mes vêtements avec soin, non pas parce que j'y étais sentimentalement attaché, mais parce que je voulais traverser cette maison une dernière fois sans chaos. La fermeture éclair a fait un bruit trop fort dans le calme, et je me suis arrêté, écoutant. Pas de pas. Pas de voix. Tout le monde dormait. J'ai soulevé la valise et j'ai senti la traction familière dans mon épaule, le rappel que j'avais porté plus que ma part pendant longtemps. Doucement, j'ai ouvert la porte de ma chambre et je suis entré dans le couloir. La maison semblait différente à 4 heures du matin. Dépouillée du bruit, dépouillée de la performance. Juste des murs, des sols et des meubles contenant des décennies de souvenirs qui semblaient soudain lointains, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Je suis passé devant les photos encadrées au mur. Anniversaire. Diplôme. Vacances. Des visages souriants figés dans le temps. Je ne me suis pas arrêté pour les étudier. Je n'ai pas tendu la main pour toucher les cadres. J'ai continué à marcher. L'escalier a craqué doucement sous mon poids. Je me suis arrêté à mi-chemin, retenant mon souffle, attendant qu'une lumière s'allume, qu'une voix appelle mon nom. Rien ne s'est passé. La maison est restée endormie. Dans la cuisine, le sapin de Noël brillait toujours doucement dans le coin, les lumières clignotant à un rythme lent et paresseux. Des boîtes emballées trônaient dessous, certaines déjà déchirées, d'autres intactes. La pièce sentait faiblement la nourriture, le pain et quelque chose de sucré venant des bougies de maman. J'ai posé ma valise près de la table et j'ai mis la main dans ma poche. La clé de la maison semblait plus lourde qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Je l'ai posée soigneusement sur la surface en bois, juste là où papa laissait toujours tomber ses clés en rentrant. Je n'ai pas ajouté mes clés de voiture. Celles-là sont restées dans ma poche de manteau, là où était leur place. Pendant un moment, je suis resté là, regardant ce petit morceau de métal, sachant exactement ce qu'il signifiait. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas symbolique d'une manière que quiconque apprécierait au premier coup d'œil. C'était pratique. Définitif. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti la pochette que j'avais préparée. À l'intérieur se trouvaient les confirmations imprimées, empilées proprement, les bords encore nets. Annulé, avec effet immédiat. Crédit immobilier. Assurance auto. Charge. Tout ce qui avait discrètement maintenu cette maison ensemble. Je me suis agenouillé et j'ai glissé la pochette sous le sapin, la plaçant soigneusement parmi le papier cadeau et les nœuds, la positionnant de manière à ce qu'elle soit impossible à manquer. C'était le seul cadeau que je laissais derrière moi. J'ai hésité juste une seconde, puis j'ai sorti un petit morceau de papier et j'ai écrit une courte ligne de ma propre écriture. Rien de dramatique. Rien de long. La famille passe avant tout. Tout le monde a ce qu'il mérite. J. Et plié le papier une fois et je l'ai glissé dans la pochette. C'était tout. Pas de longues notes. Pas d'explication. Pas d'excuses. J'avais passé des années à m'expliquer. Ce soir, j'ai laissé mes actions parler à la place. Je n'ai pas réveillé maman. Je n'ai pas frappé à la porte de Manon. Je n'ai pas regardé vers le bureau de papa, où la lumière était toujours allumée tard dans la nuit, même quand aucun travail n'était fait. J'ai enfilé mon manteau, passé mon sac à main sur mon épaule et soulevé la valise à nouveau. Le poids semblait différent maintenant, gérable, comme s'il correspondait à ce que je portais à l'intérieur pour la première fois depuis longtemps. À la porte d'entrée, je me suis arrêté la main sur la poignée. La maison était complètement silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Pendant un bref instant, une pensée a traversé mon esprit. Pas de regret, pas de peur, juste une conscience tranquille qu'une fois sorti, il n'y aurait pas de chemin facile pour revenir en arrière. Pas moyen de prétendre que c'était un malentendu. Pas moyen d'aplanir les choses plus tard. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans le froid. L'air a frappé mon visage, vif et propre, et j'ai inspiré profondément. La neige a crissé doucement sous mes chaussures alors que je descendais les marches du perron. Le quartier était endormi, lumières éteintes,
voitures alignées proprement le long de la rue, l'illusion de stabilité intacte. J'ai chargé ma valise dans le coffre de ma voiture et je l'ai fermée doucement. Le son a résonné plus fort que je ne l'attendais dans la rue calme. Quand je me suis glissé sur le siège conducteur et que j'ai démarré le moteur, les lumières du tableau de bord se sont allumées, familières et réconfortantes. J'ai ajusté les rétroviseurs par habitude, mes mains bougeant en pilote automatique, et puis je me suis éloigné du trottoir. Alors que je traversais le quartier, j'ai remarqué des choses auxquelles je n'avais jamais prêté attention auparavant. La façon dont les lampadaires projetaient des halos doux sur la neige. La forme des maisons contre le ciel sombre. L'immobilité. C'était la même route que j'avais empruntée d'innombrables fois, rentrant pour les fêtes, apportant des cadeaux, apportant de l'aide, me ramenant dans un rôle qui ne me convenait plus. Ce soir, c'était différent. J'ai tourné sur la route principale et j'ai regardé la maison disparaître dans mon rétroviseur. Je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose de dramatique en moi. Une montée de colère. Une vague de chagrin. Un soulagement si fort qu'il me couperait le souffle. Au lieu de cela, ce que j'ai ressenti était plus léger que tout ça. Pas du bonheur. Pas du triomphe. Juste de l'espace. Mon téléphone a vibré une fois sur le siège passager. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé les yeux sur la route, les voies vides s'étendant devant moi. Saint-Germain à 4 heures du matin était calme d'une manière qui semblait presque sacrée. Pas de circulation. Pas de distraction. Juste moi et le bourdonnement des pneus contre l'asphalte. Au fil des kilomètres, un calme étrange s'est installé en moi. Ma poitrine s'est desserrée. Mes épaules sont retombées. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucune liste dans ma tête de choses que je devais réparer, gérer ou empêcher de s'effondrer. Il ne restait plus rien à faire ce soir. Cette réalisation a apporté une vague de quelque chose proche du soulagement, mais en dessous se trouvait le vide. Un endroit creux où l'obligation habitait autrefois. C'était troublant, comme sortir d'une pièce bondée à l'air libre et réaliser qu'on avait oublié comment se tenir immobile. J'ai continué à conduire, laissant la route me porter vers l'avant. Je ne savais pas ce qui se passerait quand ils se réveilleraient. Je ne savais pas combien de temps il leur faudrait pour comprendre ce que j'avais fait, ou s'ils le comprendraient vraiment un jour. Je n'ai pas essayé de prédire les retombées. Pour une fois, je me suis autorisé à ne pas planifier la réaction de tous les autres. Le ciel commençait tout juste à s'éclaircir sur les bords alors que je me dirigeais vers l'autoroute, le bleu foncé cédant lentement la place au gris. Le matin arrivait, que quelqu'un soit prêt ou non. J'ai resserré ma prise sur le volant et j'ai continué à conduire, portant avec moi un mélange de légèreté et de perte, de liberté et d'incertitude. La maison derrière moi était calme. La route devant était vide. Et pour la première fois depuis très longtemps, ces deux choses semblaient parfaitement justes. Au moment où je me suis garé sur le parking de mon immeuble, le ciel était passé du noir à un gris d'hiver fin, le genre qui rend tout honnête et inachevé. Mes doigts étaient raides d'avoir agrippé le volant, et mes yeux picotaient, mais je ne me sentais toujours pas somnolente. Je me sentais éveillé d'une manière qui n'avait rien à voir avec la caféine. J'ai monté ma valise dans les escaliers, marche après marche, et l'odeur familière du couloir m'a frappé, vieille moquette et lessive de quelqu'un. C'était un petit immeuble, rien de chic, mais c'était chez moi. Quand j'ai déverrouillé ma porte et que je suis entré, le silence m'a enveloppé comme une couverture. J'ai posé la valise dans l'entrée et je suis resté là une seconde, écoutant. Pas de rire. Pas de vaisselle qui s'entrechoque. Pas de télévision en fond sonore. Juste le silence et le doux clic du chauffage qui s'allumait. J'ai enlevé mon manteau et l'ai accroché au porte-manteau près de la porte. Mes clés ont atterri dans le bol sur la petite table que je gardais près de l'entrée. C'était une routine simple, et elle a détendu ma poitrine, juste un peu. Puis mon téléphone a vibré. Une vibration nette contre le bois de la table, comme une minuscule alarme se déclenchant dans ma vie. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai vu le nom de maman sur l'écran. Je n'ai pas répondu. La vibration a cessé, et pendant un instant, la paix est revenue. Puis il a vibré à nouveau. Même nom. Même insistance. Je suis allé dans la cuisine, j'ai rempli un verre d'eau et je l'ai bu lentement. Je pouvais sentir mon rythme cardiaque dans ma gorge, non pas de panique, mais de l'adrénaline qui ne s'était pas encore dissipée. Le téléphone a vibré encore, et encore, et encore. Je l'ai pris et j'ai regardé les appels manqués s'empiler.
Je ne me sentais pas flatté. Je ne me sentais pas coupable. Je ressentais quelque chose de plus proche de la curiosité. Comme si j'observais une tempête depuis l'intérieur d'un abri sûr. Le premier message vocal est arrivé presque immédiatement. Je l'ai laissé aller sur la messagerie, puis je l'ai écouté en m'appuyant contre le comptoir. La voix de maman était aiguë, haletante, comme elle le devenait quand elle avait peur mais essayait de paraître raisonnable. Elle a prononcé mon nom, Élise, comme si elle appelait un enfant à travers un magasin bondé. Elle a demandé où j'étais. Elle a demandé ce que je faisais. Elle a dit, nous avons trouvé quelque chose sous l'arbre. Elle a dit, rappelle-moi tout de suite. Non pas, comment vas-tu? Non pas, tu es en sécurité? Non pas, quelque chose est arrivé. Juste qu'est-ce que tu fais? L'appel suivant est arrivé avant que le message vocal ne finisse de jouer. Cette fois, c'était papa. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il cesse de sonner. Un nouveau message vocal est apparu. Je l'ai écouté. La voix de papa était contrôlée, mais il y avait une dureté en dessous, le même tranchant qu'il utilisait quand il voulait rappeler à tout le monde qui fixait les règles. Il a dit que je devais décrocher le téléphone. Il a dit que ce n'était pas drôle. Il a dit que je faisais ma dramatique. Il a dit, on peut en parler comme des adultes. Comme des adultes, a-t-il dit, comme si la veille au soir ne l'avait pas vu me dire de prendre mes chaussettes ou de dégager. Mon estomac s'est noué, non pas de colère, mais de ce vieux réflexe de me préparer à sa déception. Je détestais ce réflexe. Je détestais la rapidité avec laquelle il se manifestait encore. Le téléphone a vibré à nouveau. Manon cette fois. J'ai failli rire, un son bref qui est mort dans ma gorge. Manon ne m'appelait pas tôt le matin. Manon m'appelait à peine, sauf si elle avait besoin qu'on la conduise ou d'un conseil ou de quelqu'un pour calmer papa. Son message vocal était un désastre. Sa voix semblait épaisse comme si elle avait pleuré. Elle a dit, Élise, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, papa m'a dit que la voiture était mon cadeau de fin d'études. Elle a dit, maman panique. Elle a dit, papa crie sur tout le monde. Elle a dit, tu gâches Noël. Toujours pas de est-ce que tu vas bien? Non, pourquoi serais-tu si blessé que tu es parti à 4 heures du matin? Juste tu gâches Noël. J'ai posé le téléphone et j'ai appuyé mes paumes sur le comptoir. Le stratifié était froid et lisse sous mes mains. J'ai pris une lente inspiration et je l'ai laissé sortir par le nez. C'était la partie que j'évitais depuis des années. Pas l'argent. Pas les paiements. La réaction. La façon dont ma famille pouvait transformer n'importe quelle limite en attaque, n'importe quel non en trahison. Je suis allé dans le salon et je me suis assise sur le bord de mon canapé. La pièce ressemblait exactement à celle que j'avais laissée en partant pour Saint-Germain. Un plaid plié soigneusement. Une pile de courriers sur la table basse. Une petite plante sur le rebord de la fenêtre qui faisait de son mieux pour survivre à l'hiver. Cet espace m'avait maintenu entière pendant des années pendant que je sortais dans le monde en prétendant que tout allait bien. Ça avait été mon endroit calme. Ma salle de récupération. Et j'avais quand même porté leur poids même ici. Mon téléphone a vibré à nouveau, et je l'ai regardé s'allumer sur la table. Un autre appel de maman. Un autre appel de papa. Un autre appel de Manon. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le téléphone sonner et sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis je me suis assise dans le calme à nouveau, et j'ai attendu. Je savais ce qui se passait à l'autre bout. Je pouvais l'imaginer avec une clarté inconfortable. Maman dans la cuisine, les cheveux en désordre, le peignoir serré, debout devant le sapin avec sa main sur la bouche. Manon faisant les 100 pas, pleurant, criant, puis pleurant encore. Papa dans ses chaussons, la mâchoire serrée, fixant le papier comme s'il l'avait personnellement insulté. Papa ne lirait pas attentivement. Il ne le faisait jamais. Il scannerait pour trouver la partie où il pourrait assigner le blâme. Maman chercherait un moyen de transformer cela en histoire de sentiments plutôt que de faits. Manon chercherait quelqu'un pour arranger ça. Et aucun d'eux ne saurait comment, parce que j'avais été celle qui savait comment faire depuis longtemps. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message vocal. La voix de maman avait changé. Moins de peur, plus d'accusation. Elle a dit que je l'avais embarrassée.
Elle a dit que nous avions des invités. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je ferais ça à Noël. Elle a dit, après tout ce qu'on a fait pour toi. Après tout, a-t-elle dit. Je me suis adossé au coussin du canapé et j'ai fixé le plafond une seconde, laissant cette phrase flotter dans l'air. Après tout ce qu'on a fait pour toi. C'était toujours le même script. La même réplique. La même réécriture de l'histoire où mes contributions devenaient invisibles et les leurs faisaient la une. Le téléphone a vibré à nouveau. Papa, encore. J'ai écouté ce message vocal aussi, parce qu'une partie de moi avait encore besoin de comprendre comment son esprit fonctionnait, même maintenant. La voix de papa était plus tranchante cette fois. Il a dit, tu dois arrêter ça tout de suite. Il a dit, tu réagis de manière excessive. Il a dit, tu es jalouse. Il a dit, tu mets tout le monde mal à l'aise. Il a dit, les chaussettes étaient une blague. Il a dit, tu ne sais pas rire. Il a dit, tu as toujours été trop sensible. Trop sensible, a-t-il dit, comme si la sensibilité était le problème et non ce qu'il avait fait. J'ai senti quelque chose vaciller en moi, une petite étincelle qui aurait pu se transformer en rage. Mais non. Cela s'est installé en quelque chose de stable. Il n'allait pas comprendre. Non pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce que comprendre exigerait qu'il admette qu'il avait tort. Et papa ne faisait pas ça. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, le monde se réveillait. Un voisin grattait la glace d'un pare-brise. Quelqu'un promenait un chien emmitouflé dans un manteau. Une voiture passait lentement, les pneus chuintant sur le sel et la neige. La vie normale. Des gens ordinaires. Tout le monde gère ses propres responsabilités. Mon téléphone a vibré à nouveau, et je me suis détourné de la fenêtre. Cette fois, un SMS de Manon est apparu. C'était une longue chaîne de mots sans beaucoup de ponctuation, comme les gens écrivent quand ils paniquent. Ça disait, maman pleure. Papa est furieux. Ils ne peuvent se connecter à rien. Le site du crédit dit que le paiement est annulé. Le compte d'assurance dit que la police est résiliée. La compagnie d'électricité les a mis en attente et a demandé un mot de passe que papa ne connaît pas. Il hurle que tu as fait ça pour nous punir. S'il te plaît décroche, Élise, s'il te plaît. Je pouvais presque entendre sa voix en le lisant, la façon dont elle monte et descend quand elle essaie de passer pour la victime même quand elle ne comprend pas toute l'histoire. J'ai posé le téléphone à nouveau et je me suis frotté le front. Ils ne peuvent se connecter à rien. Papa ne connaît pas le mot de passe. La compagnie d'électricité a demandé un mot de passe que papa ne connaît pas. Une partie de moi ressentait une satisfaction amère, et je n'aimais pas cette partie. Je ne voulais pas être quelqu'un qui prenait plaisir à voir les gens lutter. Mais une autre partie de moi, la partie qui avait été ignorée pendant des années, se sentait validée. Il ne savait même pas ce que j'avais fait. Il vivait à l'intérieur d'un système que j'avais construit et maintenu, et il n'avait jamais pris la peine d'apprendre comment il fonctionnait. Il n'avait jamais pris la peine de demander si c'était trop lourd à porter pour moi. Il m'avait appelé responsable, mais il ne m'avait jamais traité avec respect. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maman encore. J'ai laissé faire. Je suis allé dans ma chambre et je me suis assise sur le bord du lit, le même lit dans lequel je m'étais effondré tant de soirs après de longues journées de travail. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis massé les pieds, essayant de m'ancrer dans mon propre corps au lieu du chaos qui se déroulait à des kilomètres de là. Le téléphone a vibré à nouveau. Papa encore. Puis un autre SMS de maman. Ça disait, décroche tout de suite. Ça disait, c'est injustifié. Ça disait, tu fais du mal à ton père. Ça disait, je ne sais pas pour qui tu te prends. Et puis ça a dit quelque chose qui m'a fait tomber l'estomac, non pas parce que ça me faisait peur, mais parce que ça me montrait exactement à quel point leur sentiment de dû était profond. Ça disait, tu as un bon travail. Tu as les moyens d'aider. Arrête d'être égoïste. Égoïste. J'ai lu le mot 2 fois, le laissant pénétrer. C'était l'histoire qu'ils se racontaient en temps réel. Pas qu'ils s'étaient reposés sur moi. Pas qu'ils avaient pris sans demander. Pas qu'ils s'étaient moqués de moi à table et m'avaient dit de dégager. Non. J'étais égoïste. Je me suis levé et je suis retourné dans le salon. Mes mains étaient stables à nouveau. J'ai pris mon téléphone, l'ai tenu dans ma paume,
et j'ai senti la vibration d'un autre appel entrant. Papa. J'ai regardé ça sonner jusqu'à ce que ça devienne silencieux. Je ne voulais pas entendre sa voix. Pas encore. Peut-être jamais. Le jour dehors continuait d'avancer. La lumière devenait plus brillante. Le matin dérivait vers l'avant comme s'il avait tous les droits d'être paisible, même pendant que ma famille partait en vrille. Le téléphone a vibré à nouveau, et le son m'a serré la poitrine, mais il m'a aussi rappelé quelque chose d'important. Pendant des années, la vibration avait signifié que je devais répondre. Cela signifiait que je devais réparer. Cela avait signifié que je devais sacrifier ma propre paix pour garder la leur intacte. Aujourd'hui, cela signifiait autre chose. Aujourd'hui, cela signifiait qu'ils ressentaient enfin ce que j'avais porté pour eux. J'ai regardé le téléphone, la liste des appels manqués, les messages vocaux qui s'empilaient, les SMS frénétiques. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai appuyé et maintenu le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Le silence qui a suivi fut immédiat et complet, comme une porte qui se ferme. Et dans ce calme, j'ai réalisé quelque chose qui m'a noué la gorge. Mon silence n'était pas juste une limite. C'était une force. C'était la première chose que j'avais jamais faite qu'ils ne pouvaient pas contourner par la parole, traverser par la culpabilité, ou balayer d'un rire à la table du dîner. Et ça leur faisait peur. Pendant un moment après ce matin-là, il n'y a rien eu. Pas d'appel. Pas de message. Juste des jours calmes qui s'installaient dans un nouveau rythme à l'intérieur duquel j'apprenais encore à vivre. Je suis retourné au travail. J'ai fait les courses sans faire de calcul mental dans chaque rayon. J'ai dormi toute la nuit sans que mon téléphone s'allume sur la table de nuit. Des semaines ont passé. Le monde ne s'est pas arrêté. Ma poitrine s'est lentement desserrée. Puis le premier domino est tombé. Je n'en ai pas entendu parler tout de suite. Pas par maman. Pas par Manon. J'en ai entendu parler par un numéro que je n'ai presque pas reconnu quand il a allumé mon téléphone un après-midi alors que j'étais assise à mon bureau. Papa. J'ai fixé l'écran un long moment, mes doigts planant au-dessus. C'était la première fois que son nom apparaissait depuis le matin de Noël. Pas d'accumulation de messages vocaux. Pas de série de SMS en colère au préalable. Juste un appel. Je l'ai laissé sonner une fois. 2 fois. Puis j'ai répondu. Sa voix semblait différente immédiatement. Plus basse. Instable. Pas en colère. Pas autoritaire. Effrayé. Il a prononcé mon nom doucement, comme s'il le testait, comme s'il n'était pas sûr d'avoir encore le droit de le dire. Puis il a pris une inspiration et m'a dit qu'il avait eu un accident. Mon estomac a chuté, une sensation de froid intense se répandant dans ma poitrine. J'ai demandé s'il était blessé. Il a dit non. Juste un petit accrochage. Un pare-choc embouti à un feu rouge. Il a dit que tout le monde s'en était sorti indemne. Il a dit que la voiture roulait encore. Il a dit que ce n'était rien de grave. Mais la façon dont sa voix tremblait me disait que ce n'était pas rien. Il s'est tu une seconde, puis a dit qu'il y avait un problème avec l'assurance. J'ai fermé les yeux et je me suis adossé à ma chaise. Il l'a expliqué lentement, avec hésitation, comme s'il essayait de reconstituer les morceaux en parlant. Il a dit que lorsqu'il a appelé la compagnie d'assurance pour déclarer le sinistre, ils lui ont dit que la police était inactive. Ils ont dit qu'elle avait expiré il y a des semaines. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune couverture à la date de l'accident. Il a dit qu'il leur avait répondu que c'était impossible. Il a dit qu'il n'avait jamais manqué un paiement. Il a dit qu'il avait exigé de parler à un superviseur. Je pouvais l'imaginer clairement. Papa debout dans la cuisine ou peut-être le salon, le téléphone pressé contre l'oreille, la voix montant à chaque phrase, convaincu que l'autorité seule pouvait régler ça. Mais l'autorité ne paie pas les primes. Il a dit qu'ils lui ont demandé de vérifier les informations de son compte. Il a dit qu'ils ont demandé l'email enregistré. Le numéro de téléphone. Les identifiants de connexion. Il ne les avait pas. Il l'a admis doucement, comme si ça l'embarrassait de le dire à voix haute. Il a dit qu'ils lui ont dit que l'avis de résiliation avait été envoyé. Il a dit qu'il ne l'avait jamais vu. Il a dit qu'il ne savait pas où il était passé. Je suis resté assise à écouter, mon cœur battant lentement, régulièrement.
Je n'étais pas surprise. J'avais su que ce moment viendrait. Je ne savais juste pas ce que ça ferait. Il a arrêté de parler et a attendu. Le silence s'est étiré entre nous, épais et inconfortable. J'ai réalisé qu'il attendait que j'explique. Que je répare. Que j'intervienne et fasse disparaître le problème comme je l'avais toujours fait. Au lieu de cela, je lui ai dit la vérité. J'ai dit, j'ai arrêté de payer. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas adouci. Je n'ai pas ajouté d'explications ou d'excuses. J'ai arrêté de payer. Il y a eu une inspiration brusque à l'autre bout de la ligne. Puis rien. Pas de cri. Pas d'accusation. Juste un silence stupéfait. Après quelques secondes, il a demandé ce qu'il était censé faire. Cette question m'a frappé plus fort que tout ce qu'il aurait pu dire. Non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle était si révélatrice. Il ne demandait pas ce qui avait mal tourné. Il demandait qui allait réparer ça maintenant. Je lui ai dit que le sinistre ne serait pas couvert. Je lui ai dit qu'il devrait payer de sa poche. Je lui ai dit que la compagnie d'assurance n'était pas obligée d'aider parce que la police était inactive. Ma voix semblait calme, professionnelle, comme quand j'expliquais des choses aux clients au travail. Je détestais avoir appris à parler à mon propre père de cette façon. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe. Je pouvais entendre des papiers froissés, des tiroirs s'ouvrir et se fermer. La voix de maman flottait faiblement en arrière-plan, demandant ce qui n'allait pas. Papa m'a dit que le devis de réparation était élevé. Pas catastrophique, mais assez pour faire mal. Assez pour compter. Il a dit qu'il n'avait pas ce genre d'argent de côté. Je n'ai pas répondu tout de suite. Dans cette pause, quelque chose a changé entre nous. L'illusion s'est fissurée. Il n'était plus l'homme qui se tenait dans le garage en tendant des clés de voiture avec un sourire. Il était un homme face à une facture qu'il ne pouvait pas payer facilement. Il m'a demandé si je pouvais aider. Les mots sont restés là, lourds et familiers. Pendant des années, j'aurais dit oui sans réfléchir. Je me serais dit que c'était temporaire. Que c'était juste pour cette fois. Que la famille passe avant tout. Cette fois, je n'ai pas dit oui. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Il s'est tu à nouveau, puis sa voix s'est tendue. Il a dit, tu as l'argent. Il a dit, tu sais à quel point les choses sont dures en ce moment. Il a dit, ce n'est pas le moment de faire une leçon. J'ai senti quelque chose monter en moi, pas de la colère, mais de la clarté. Je lui ai dit que c'était exactement le moment de faire une leçon. Je lui ai dit qu'il devait gérer ses propres responsabilités maintenant. Je lui ai dit que je ne reprendrais pas ce rôle. Maman lui a pris le téléphone alors. Sa voix était tendue, cassante sur les bords. Elle a dit qu'ils allaient piocher dans l'épargne. Elle a dit que papa la mettait de côté depuis des années. Elle a dit qu'il se débrouillerait, mais elle l'a dit comme une question, pas une affirmation. J'ai dit d'accord. Cela a semblé la surprendre. Elle s'attendait à de la résistance ou à être rassurée. Pas à de la neutralité. L'appel s'est terminé maladroitement, sans résolution. J'ai posé mon téléphone et fixé mon écran d'ordinateur, le document ouvert devant moi complètement oublié. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à penser à l'épargne de papa. La façon dont il en avait toujours parlé avec fierté. La façon dont il l'a traité comme la preuve qu'il était responsable, qu'il avait tout sous contrôle. Maintenant, cet argent était utilisé pour combler un trou qui n'aurait jamais dû exister. Au cours des jours suivants, la réalité s'est installée pour eux. Les factures n'ont pas cessé d'arriver juste parce que j'étais parti. Les comptes ne se réparaient pas par magie. Les entreprises ne se souciaient pas des intentions ou des sentiments. Elles se souciaient des paiements. L'épargne a commencé à rétrécir. Discrètement d'abord. Puis visiblement. Maman a arrêté d'appeler quotidiennement. Manon a arrêté d'envoyer des SMS. Quand papa a repris contact, son ton avait changé. Il ne m'accusait pas. Il ne me faisait pas la morale. Il posait des questions. Comment créer un compte en ligne? Comment réinitialiser un mot de passe? Comment parler à la compagnie d'électricité? Chaque question était un petit aveu qu'il n'avait jamais su comment tout cela fonctionnait. J'ai répondu à certaines. Brièvement. Factuellement.
Je n'ai pas pris le relais. Je ne me suis pas connecté pour lui. Je n'ai rien géré. Je l'ai laissé galérer. C'était plus dur que ça en a l'air. Il y avait des moments où mes doigts me démangeaient d'arranger les choses, où ma poitrine se serrait avec l'envie d'intervenir et d'aplanir tout ça. Les vieilles habitudes ne meurent pas tranquillement. Mais chaque fois que je me sentais glisser, je me souvenais de la table. Des chaussettes. Des mots prends-le ou sors d'ici. L'accident était petit. Personne n'a été blessé. La voiture a été réparée finalement. L'argent est sorti de l'épargne au lieu de mon compte. Et dans ce changement, papa a appris quelque chose qu'il n'avait jamais été forcé d'apprendre auparavant. Rien n'allait bien. C'était juste financé. Le jour où il a appelé pour me dire que la réparation était faite, sa voix était modérée. Fatigué. Il ne m'a pas remercié. Il ne s'est pas excusé. Il a dit, on n'avait pas réalisé tout ce que tu faisais. C'était tout. Pas d'émotion autour. Juste une déclaration, comme s'il la lisait sur un reçu. Mais pour la première fois, c'était vrai. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté là dans le calme de mon appartement, laissant les mots pénétrer. Ce n'était pas une conclusion. Ce n'était pas une rédemption. Mais c'était le début de quelque chose qu'il ne pouvait pas défaire. Et ce n'était que le premier domino. 2 mois peuvent changer la température d'une famille d'une manière qu'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'on entre à nouveau dans la pièce. Début janvier, leurs appels étaient encore bruyants de reproches. Fin février, les messages sonnaient différemment. Pas plus gentils, juste fatigués. Comme si tout le monde avait été éveillé trop de nuit à fixer des factures qu'ils ne comprenaient pas. Je ne suis pas retourné à Saint-Germain. Je ne me suis pas montré pour les déjeuners du dimanche ou les visites rapides ou aucun des petits rituels que ma mère utilisait comme de la colle. Je suis resté dans mon appartement et j'ai vécu mes journées comme une personne qui s'appartenait. Travail, courses, lessive, soirée calme. Le genre de vie qui semble ennuyeux jusqu'à ce qu'on ait passé des années à vivre dans un état d'urgence constant. Manon est restée silencieuse pendant la plupart de ces semaines. C'était nouveau. Manon adorait l'attention. Manon adorait les projecteurs. Mais quand les projecteurs sont passés de brillants à crus, elle a disparu dans sa chambre comme un chat sous un lit. Puis un après-midi, alors que je faisais la queue à la caisse du supermarché avec un panier plein de choses ordinaires, mon téléphone a sonné. C'était Manon. J'ai failli ne pas répondre. Mon pouce a plané sur l'écran, et pendant une seconde, j'ai pu sentir ce vieux réflexe dans mon corps. L'instinct de se crisper. L'instinct de se préparer à une colère ou à une accusation. Mais quelque chose dans le timing semblait différent. Les gens n'appellent pas au milieu d'une panique à moins que la panique ne soit déjà en train de se produire. J'ai répondu. Au début, tout ce que j'ai entendu, c'était du bruit. Du vent. Un moteur lointain. Une voix ne formant pas tout à fait des mots. Puis Manon a dit mon nom, et ça ne ressemblait pas à la Manon que je connaissais. Elle avait l'air petite, comme si elle avait été comprimée. Elle a dit qu'elle avait besoin de papa. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le joindre. Elle a dit que quelque chose se passait. Je lui ai demandé où elle était. Elle m'a dit qu'elle était sur une route près d'un centre commercial, non loin de la maison. Elle a dit qu'elle s'était garée sur un parking parce qu'une voiture de police avait allumé ses gyrophares derrière elle. Une voiture de police, ai-je répété, parce que mon esprit ne voulait pas traiter l'information. Le souffle de Manon s'est bloqué. Elle a dit qu'elle n'avait pas fait d'excès de vitesse. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait fait. Elle a dit que l'agent lui avait dit d'éteindre le moteur et de rester dans la voiture. J'ai demandé si elle allait bien. Elle a dit oui, mais elle avait l'air de ne pas y croire. En arrière-plan, j'ai entendu une voix, étouffée par le téléphone, un homme demandant la carte grise et l'assurance. La voix de Manon est montée avec ce tranchant familier, celui qui sortait toujours quand elle se sentait embarrassée. Elle a dit qu'elle ne trouvait pas les papiers. Elle a dit que ça devrait être dans la boîte à gants. Elle a dit que papa gérait tout ça. Papa gérait tout ça. J'ai fermé les yeux. Elle a dit que l'agent se tenait près de sa fenêtre, et qu'elle pouvait voir les gens regarder. Les voitures passaient. Une femme poussant un chariot vers son propre coffre lentement, regardant trop longtemps, comme si c'était un spectacle. Manon a dit qu'elle ne voulait pas que les gens la voient comme ça.
Je lui ai demandé ce qui se passait d'autre. Elle a hésité, puis elle a dit qu'il y avait une dépanneuse. Une dépanneuse, ai-je dit, parce que mon cerveau voulait encore que ce soit autre chose. La voix de Manon s'est brisée. Elle a dit que ce n'était pas juste une dépanneuse. Elle a dit que ça avait l'air officiel. Elle a dit qu'elle reculait derrière la BMW, et que l'homme qui la conduisait en descendait comme s'il avait fait ça 1000 fois. Mon cœur a commencé à battre plus fort. J'ai agrippé la poignée de mon caddie, les jointures blanchissant, comme si cela pouvait empêcher l'histoire d'avancer. Manon a dit qu'elle avait dit à l'agent que c'était sa voiture. Elle a dit qu'elle avait montré son permis. Elle a dit qu'elle l'avait supplié de dire au chauffeur de la dépanneuse d'arrêter. Elle a dit que l'agent a regardé quelque chose sur son appareil portable, puis l'a regardé de nouveau avec un visage qui n'a pas changé. Puis Manon a dit les mots qui ont tout mis en place. Elle a dit que l'agent lui avait dit que le véhicule était en cours de saisie. Le supermarché autour de moi continuait de bouger. Une caissière scannait des articles. Quelqu'un riait près du rayon fleurs. La musique d'ambiance jouait une chanson joyeuse qui me retournait l'estomac. Le monde normal ne s'arrêtait pas pour les conséquences des autres. Manon a commencé à pleurer. Bruyamment, des pleurs disgracieux. Elle a dit que ça ne pouvait pas arriver. Elle a dit que papa l'avait achetée pour elle. Elle a dit qu'elle était toute neuve. Elle a dit que les gens regardaient. Je lui ai demandé si papa savait. Elle a dit qu'elle l'avait appelé encore et encore. Elle a dit que maman ne répondait pas non plus. Elle a dit qu'elle ne savait pas quoi faire. En arrière-plan, les crochets métalliques du dépanneur ont cliqueté. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone de Manon, net et froid, comme le bruit d'une porte qui claque. L'agent a dit quelque chose à nouveau, sa voix calme, professionnelle. Manon me l'a répété par morceaux. Il lui disait qu'elle devait retirer ses effets personnels. Il lui disait que la société avait le droit légal de prendre le véhicule. Il lui disait qu'il était là pour empêcher les choses de dégénérer. Empêcher les choses de dégénérer. Comme si la BMW n'était pas l'escalade. Comme si toute la situation n'était pas déjà en train de brûler. La voix de Manon est devenue frénétique. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas. Elle a dit que papa avait promis qu'elle était payée. Elle a dit que c'était un cadeau de fin d'études. Elle a dit qu'il avait dit de ne pas s'inquiéter des paiements. J'ai avalé difficilement. Cette partie n'était pas surprenante. Papa avait toujours été confiant quand il tendait un rêve à quelqu'un. Le problème était qu'il n'avait jamais été confiant sur les détails après l'arrivée du rêve. Manon a dit qu'elle voulait appeler la fourrière et leur dire que c'était une erreur. Elle a dit qu'elle voulait appeler la banque. Elle a dit qu'elle voulait appeler quelqu'un qui pourrait arranger ça. Je lui ai demandé si elle avait des papiers dans la voiture. Elle a dit non. Elle a dit que papa gardait tout. Bien sûr qu'il le faisait. La caissière de ma fille a demandé si je payais par carte ou en espèces. J'ai cligné des yeux, réalisé que c'était mon tour, et j'ai tendu ma carte avec une main qui semblait déconnectée de mon corps. J'ai payé, rassemblé mes sacs et je suis sorti sur le parking, mon téléphone pressé contre l'oreille, mon cœur battant la chamade. Dehors, l'air mordait mon visage. J'ai posé les sacs de course dans mon coffre et je me suis appuyé contre la voiture pour garder l'équilibre. Manon pleurait toujours. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire ça. Elle a dit que c'était humiliant. Elle a dit que tout le monde pouvait la voir. Elle a dit qu'elle avait l'impression de rétrécir dans sa propre peau. Puis elle a dit la phrase qui m'a tout dit sur la façon dont elle vivait. Elle a dit qu'elle voulait juste une voiture comme ses amis. Pas une voiture sûre. Pas une voiture fiable. Une voiture comme ses amis. Je l'ai imaginée dans cette BMW, souriant pour des photos, la postant en ligne, laissant les gens la féliciter comme si elle avait gagné quelque chose. J'ai imaginé papa dans le garage à Noël, fier de lui, fier d'elle, fier de l'image. J'ai imaginé maman riant comme si tout ça était une douce histoire. Et j'ai imaginé les mois silencieux après mon départ, les réparations que papa avait payées de sa poche, l'épargne qui se vidait, les factures qui s'empilaient. Quelque chose devait céder. Maintenant, c'était cédé en public. Manon a dit que le dépanneur lui disait de reculer. Elle a dit que la voiture était déjà accrochée. Elle a dit qu'elle pouvait entendre le treuil gémir, tirant la BMW en position comme un animal capturé.
Elle a dit que l'agent lui avait dit de signer quelque chose reconnaissant que ses affaires avaient été retirées. Elle a dit que ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. Je lui ai demandé à nouveau si elle était en sécurité. Elle a dit oui, mais sa voix tremblait. Elle a dit qu'elle avait envie de vomir. Je lui ai dit de prendre son sac à main, son chargeur de téléphone, tout ce qui était personnel. Je lui ai dit de respirer. Je lui ai dit de rentrer à la maison en sécurité. Elle m'a agressé alors, et la Manon que je connaissais a surgi à travers les larmes. Elle a dit, comment je suis censé rentrer? Elle a dit, la voiture est mon moyen de rentrer. Elle a dit, c'est de ta faute. C'était là. Le vieux réflexe. Blâmer la personne la plus proche qui avait l'habitude d'arranger les choses. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu. Je ne lui ai pas rappelé que papa m'avait dit de dégager. Je ne lui ai pas rappelé les chaussettes. Je ne lui ai pas rappelé les années où j'avais payé pour des systèmes qu'elle n'avait jamais même remarqués. J'ai juste écouté. Au loin derrière elle, j'ai entendu le moteur de la dépanneuse monter en régime. Le son est devenu plus fort, puis a commencé à s'éloigner. Manon a fait un bruit d'étouffement, comme si elle venait de regarder quelque chose mourir. Elle a dit qu'elle était partie. Sa voix était plate maintenant, vidée. Elle a dit que le nœud n'était plus dessus. Elle a dit qu'elle ressemblait à n'importe quelle autre voiture quand elle était traînée, comme si elle n'avait jamais été spéciale au départ. Elle a dit que les gens regardaient encore. Je lui ai demandé à nouveau si papa avait rappelé. Elle a dit non. Elle a dit que maman ne répondait pas. Elle a dit qu'elle se sentait abandonnée. Pendant un bref instant, quelque chose de tendre a bougé en moi. Pas de la pitié exactement, mais une reconnaissance. Manon avait été élevée en croyant que le monde la rattraperait avant qu'elle ne tombe. On ne lui avait jamais appris à atterrir. Je lui ai dit d'appeler un VTC. Je lui ai dit de rentrer. Je lui ai dit de raconter à papa ce qui s'était passé quand elle arriverait. Manon a recommencé à pleurer, mais plus doucement cette fois, comme si elle manquait d'énergie. Elle m'a demandé ce que papa allait faire. La question est tombée lourdement. Qu'est-ce que papa allait faire? C'était ce que ma famille demandait toujours quand quelque chose tournait mal. Pas qu'est-ce qu'on va faire? Pas que peut-on changer? Qu'est-ce que papa va faire? Et pour la première fois, je n'avais pas de réponse. J'ai dit que je ne savais pas. Manon s'est tue. Puis elle a dit quelque chose de petit, presque comme si elle se parlait à elle-même. Elle a dit que papa allait être tellement en colère. En colère, pas honteux. En colère, pas inquiet. En colère. J'ai imaginé papa apprenant la nouvelle. La façon dont son visage se crisperait. La façon dont sa voix s'aiguiserait. La façon dont il chercherait un moyen de faire en sorte que ce soit la faute de quelqu'un d'autre. La dépanneuse avait fait son travail. L'agent avait fait son travail. Le prêteur avait fait son travail. La réalité avait fait son travail. Papa allait se retrouver avec une seule chose. Des conséquences. Manon a raccroché peu après, disant qu'elle devait sortir du parking, que les gens regardaient encore, qu'elle ne pouvait plus rester là. Sa voix donnait l'impression qu'elle avait vieilli de 10 ans en un après-midi. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté appuyé contre ma voiture pendant un long moment, fixant les rangées de véhicules garés, les caddies et les gens entrant et sortant du magasin comme si de rien n'était. J'ai pensé au garage à Noël, aux applaudissements, à la fierté. J'ai pensé à l'étiquette de prix sur mes chaussettes. J'ai pensé à la voix ferme de papa me disant de prendre ça ou de sortir. Et maintenant j'imaginais Manon sur le bord de la route regardant une dépanneuse emporter son rêve. L'enfant chéri, humilié en plein jour. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai ressenti quelque chose de plus calme et de plus dur, comme une vérité qui s'installait. Leur monde avait été construit sur une fondation qui dépendait de mon silence et de mes paiements sans question. Au moment où j'ai arrêté, les fissures ne sont pas apparues. Elles étaient déjà là. Elles se sont juste finalement montrées. Je suis monté dans ma voiture, j'ai tourné la clé et j'ai conduit chez moi avec mes courses sur le siège arrière, le chauffage réchauffant mes mains, mon esprit trop lucide pour être confortable. Au moment où je me suis garé et que j'ai monté les sacs, je savais que les prochains appels arrivaient. Et je savais aussi que je n'allais pas les arrêter. Les appels sont venus quand même. Pas tous en même temps.
Pas dans un rush comme avant. Ils sont venus par vagues, espacés par des jours de lourd silence. Le genre de silence qui s'épaissit de crainte. Je n'ai pas entendu parler des lettres tout de suite. J'en ai entendu parler comme on entend parler d'une tempête après qu'elle a déjà ravagé la ville. Des morceaux d'informations éparpillés, incomplets, transmis par des voix qui semblaient usées. Le premier message est venu de maman. Pas un appel. Un court SMS qui disait « On a reçu du courrier aujourd'hui ». Beaucoup. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, Manon a envoyé une photo. Juste une. Une enveloppe sur la table de la cuisine avec le sceau de Marianne imprimé dans le coin. L'adresse de l'expéditeur racontait à elle seule l'histoire. Centre des finances publiques. J'ai fixé l'image plus longtemps que je ne m'y attendais. Pendant des années, les prélèvements automatiques avaient tout géré discrètement. Taxes payées à temps. Pas de drame. Pas d'avis scotché aux portes. C'était l'un de ces systèmes invisibles que les gens oublient jusqu'à ce qu'ils cessent de fonctionner. Maintenant, il avait cessé. D'autres lettres ont suivi. Pas envoyées à moi, mais photographiées et transférées comme des preuves dans un procès auquel personne ne voulait assister. Des avis de la banque concernant des impayés sur le crédit. Des relevés expliquant que les prélèvements précédents ne couvraient plus le solde. Des avertissements sur les montants échus. Chaque enveloppe semblait plus lourde que la précédente. Je pouvais les imaginer s'empiler sur le comptoir de la cuisine à Saint-Germain, poussés de côté au début, puis empilés, puis regarder avec incrédulité. Je pouvais voir papa les ramasser, les retourner, chercher une erreur. Je pouvais voir maman assise à table les mains jointes, murmurant des prières qu'elle n'avait pas dites depuis des années. Et je pouvais voir Manon regarder tout ça avec de grands yeux, comprenant enfin que le monde ne fonctionnait pas sur des promesses. Les disputes ont commencé peu après. Je ne les ai pas entendues directement. J'en ai entendu parler par fragments. Manon se plaignait que maman n'arrêtait pas de pleurer. Maman disait que papa n'écoutait jamais. Papa a craqué en disant que personne n'appréciait à quel point il travaillait dur. Tout le monde parle. Personne ne prend ses responsabilités. Manon a envoyé un message vocal un soir que j'ai failli supprimer sans l'écouter. Sa voix semblait fragile, comme du verre trop étiré. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment fonctionnaient les factures. Elle a dit qu'elle pensait que l'argent venait juste de papa. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi tout était soudainement si compliqué. Cette phrase est restée avec moi plus longtemps que je ne le voulais. L'argent venait juste de papa. Pas du travail. Pas de la planification. Pas du sacrifice. Il venait juste. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais discrètement déplacé mon propre budget pour faire de la place au leur. Toutes les fois où je m'étais dit que j'achèterais quelque chose plus tard. Toutes les fois où j'avais ravalé mon ressentiment et appelé ça la famille. Et Manon n'avait jamais rien vu de tout ça. La fois suivante où papa a appelé, c'était tard dans la soirée. La lumière dans mon appartement s'était adoucie, le genre qui rend tout plus lent. J'ai failli laisser sonner, mais quelque chose en moi voulait entendre sa voix maintenant. Pas parce que j'avais besoin de tourner la page, mais parce que j'avais besoin de confirmation. Il avait l'air plus vieux. Pas faible. Pas vaincu. Juste fatigué d'une manière qui venait de la perte de contrôle d'un récit qu'il s'était raconté pendant des années. Il n'a pas crié. Il n'a pas accusé. Il a demandé si je savais ce qu'était un défaut de paiement sur la taxe foncière. J'ai dit oui. Il a demandé pourquoi le Trésor public envoyait des avis. J'ai dit parce que les paiements n'étaient plus effectués. Il s'est tu un long moment. Puis il a dit qu'il pensait que tout s'arrangerait tout seul. Ces mots sont tombés lourdement. S'arranger tout seul. C'était ça son plan. Pas une stratégie. Pas un budget. Une croyance. Il a admis alors ce que Manon avait seulement soupçonné. Il a dit qu'il avait acheté la BMW discrètement. Il a dit qu'il ne l'avait pas dit à maman au début. Il a dit qu'il ne pensait pas que ce serait un problème. Il a dit que Manon parlait depuis des mois du fait que ses amis avaient toutes de nouvelles voitures. Il a dit qu'elle travaillait dur. Il a dit que c'était un cadeau de fin d'études. Il a dit qu'il voulait faire quelque chose de spécial. Il a dit qu'il supposait que les choses resteraient le bien. Je me suis adossé à mon canapé et j'ai fermé les yeux. Il ne s'était pas demandé s'il pouvait se le permettre.
Il n'avait pas fait les calculs. Il n'avait pas regardé l'impact à long terme. Il avait regardé sa fille et sa fierté et le moment présent. Et il avait compté sur moi sans jamais prononcer mon nom. Il a dit qu'il pensait que si quelque chose arrivait, on trouverait une solution. Il a dit que la famille trouve toujours une solution. Je lui ai dit que la famille trouve une solution avait signifié moi trouvant une solution. Seul. Il n'a pas contesté. Ce silence m'en disait plus que n'importe quelle excuse. Les lettres continuaient d'arriver. Derniers avis. Montants échus. Explications imprimées dans un langage froid qui ne se souciait pas des intentions ou de l'amour ou de la fierté. Juste des soldes. Des échéances. Des conséquences. Manon a arrêté d'envoyer des photos au bout d'un moment. Je pense qu'elle a arrêté d'ouvrir le courrier. Maman a commencé à appeler ma tante plus souvent. J'ai entendu ça par une cousine qui a appelé pour prendre de mes nouvelles, sa voix prudente, comme si elle entrait dans une pièce avec du verre brisé au sol. Elle a demandé si les choses allaient vraiment si mal. J'ai dit oui. Elle a demandé si j'aidais. J'ai dit non. Il y a eu une pause. Puis elle a dit qu'elle comprenait, mais elle n'avait pas l'air sûre. Je ne me suis pas expliqué. J'avais appris à ce moment-là que les explications étaient des invitations à argumenter. À l'intérieur de la maison, la dynamique a changé d'une manière que je pouvais ressentir à des kilomètres. Papa n'était plus le centre stable. Il réagissait maintenant, il ne menait plus. Maman oscillait entre panique et déni. Manon oscillait entre colère et peur. Et je n'étais plus la poutre de soutien invisible qui maintenait tout debout. Un soir, papa a appelé à nouveau. Cette fois, sa voix était plate. Il a dit qu'il était allé à la banque. Il a dit qu'il s'était assis en face d'un homme plus jeune que lui qui parlait sur un ton prudent. Il a dit qu'ils avaient posé les chiffres. Il a dit que la marge d'erreur avait disparu. Il a dit qu'il ne reconnaissait pas la situation dans laquelle il se trouvait. Cette phrase a fait plus mal que je ne m'y attendais. Il a dit qu'il avait toujours pensé qu'il avait le contrôle. Il a dit qu'il pensait que la responsabilité signifiait de bonnes intentions et un travail acharné. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé à quel point il s'était déchargé. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Il a dit qu'il ne savait pas comment réparer ça. C'était le moment que j'attendais sans m'en rendre compte. Pas l'effondrement. Pas le drame. L'aveu. Papa ne savait pas comment réparer ça. Et je ne suis pas intervenu. Je ne lui ai pas dit quoi faire. Je n'ai pas proposé de passer un appel. Je n'ai pas suggéré de plan. Je ne lui ai pas rappelé que je pouvais gérer ça s'il me laissait juste faire. J'ai écouté, et quand il a fini, je lui ai dit que j'espérais qu'il trouverait un moyen. La ligne est devenue silencieuse. Je l'imaginais debout dans la cuisine, le téléphone à la main, fixant le même comptoir où j'avais jadis placé une pochette sous le sapin de Noël. Je l'imaginais réalisant que le filet de sécurité avait disparu, non pas parce que j'étais cruel, mais parce qu'il n'avait jamais reconnu qu'il existait. Après cet appel, le silence s'est étiré plus longtemps. Des jours ont passé sans message. Puis des semaines. Les lettres ne s'arrêtaient pas. Les problèmes ne se résolvaient pas par magie. Mais quelque chose d'autre a changé. Les reproches se sont calmés. Il y avait moins d'accusations. Moins d'exigences frénétiques. Moins de tentatives pour me ramener au centre de leur chaos. Ils étaient trop occupés à gérer les conséquences pour se concentrer sur le contrôle du récit. J'étais assise dans mon appartement un soir, pliant du linge, écoutant le doux bourdonnement du sèche-linge à travers le mur, et j'ai ressenti un mélange étrange de deuil et de soulagement. Deuil pour la famille que je pensais avoir. Soulagement de ne plus avoir à faire semblant. Papa avait perdu le contrôle, non pas dans une explosion dramatique, mais dans un lent effilochage d'hypothèses. Il ne pouvait pas commander aux mathématiques. Il ne pouvait pas charmer les échéances. Il ne pouvait pas tendre un rêve à quelqu'un d'autre et s'attendre à ce qu'il tienne debout pour toujours. Et pour la première fois de ma vie, cette perte de contrôle ne m'a pas ramené à l'intérieur. Elle m'a poussé plus loin dehors. Je suis allé me coucher ce soir-là en sachant que quoi qu'il arrive ensuite, ce ne serait pas résolu par moi. Et cela ressemblait à la fois à une fin et à un début. Quelque chose a changé après cela. Pas à l'intérieur de la maison à Saint-Germain, mais à l'extérieur.
Dans le cercle plus large dont ma famille s'était toujours souciée plus qu'elle ne l'admettait. Le cercle des parents, des amis de la paroisse, des voisins, des gens qui souriaient poliment au fait et tenaient les comptes en silence. Au début, je n'en ai pas entendu parler du tout. Mon téléphone restait la plupart du temps silencieux. Pas d'appel tardif. Pas de longs SMS remplis d'accusations ou de culpabilité. Juste le silence. Et puis, lentement, le silence s'est brisé d'une manière différente. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des mois a appelé un après-midi. Sa voix était hésitante, prudente. Elle a dit qu'elle voulait prendre de mes nouvelles. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que les choses étaient tendues. J'ai demandé ce qu'elle avait entendu. Elle a fait une pause, puis a dit que les gens étaient confus. Elle a dit que tout le monde pensait que j'étais celle qui faisait des drames à Noël. Elle a dit que c'était l'histoire qui circulait au début. Que j'avais surréagi. Que j'étais jalouse. Que j'étais partie pour une paire de chaussettes. Je l'ai laissé finir. Puis elle a dit que quelque chose avait changé. Elle a dit que les gens avaient commencé à poser des questions. Elle a dit que quelqu'un lors d'un rassemblement familial avait demandé à papa comment Manon aimait sa nouvelle voiture. Elle a dit que papa était devenu silencieux. Elle a dit que maman était intervenue et avait changé de sujet. Elle a dit que la salle l'avait remarqué. Un autre parent a demandé plus tard pourquoi Manon faisait tous ses trajets avec maman. Quelqu'un d'autre a plaisanté sur le prix de l'essence et a dit qu'au moins Manon avait une BMW pour s'en inquiéter. Manon a apparemment quitté la pièce. Les questions ne s'arrêtaient pas. Où est la voiture? Pourquoi Manon emprunte-t-elle des trajets? L'avez-vous déjà vendue? Je pouvais l'imaginer. Les sourires polis. Le ton décontracté. La façon dont les gens sondent sans avoir l'air de sonder. Ma cousine a dit que finalement quelqu'un a demandé carrément. Elle a dit que ce n'était pas impoli. Juste curieux. Elle a dit que papa avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'acide. L'histoire n'est pas sortie proprement. Ça n'arrive jamais. Des morceaux ont été partagés. Des détails adoucis. La responsabilité floutée. Mais la vérité a une façon de faire surface même quand les gens essaient de l'enterrer sous des explications. La voiture avait été reprise. Saisie est un mot qui tombe lourdement dans une pièce comme celle-là. Il porte un jugement, que quelqu'un le veuille ou non. Après cela, le ton a changé. J'ai eu des nouvelles d'une tante qui ne m'avait pas appelé depuis des années. Elle a laissé un message vocal qui commençait par « Je voulais juste prendre de tes nouvelles ». Elle a dit que les familles peuvent être compliquées. Elle a dit que parfois les gens attendent trop sans s'en rendre compte. C'était nouveau. Une autre cousine m'a envoyé un message tard un soir. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que je payais beaucoup de factures avant. Elle a dit « Je ne savais pas ça ». Elle a dit « C'est beaucoup pour une seule personne ». Beaucoup. C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille reconnaissait le poids que je portais sans le minimiser immédiatement. Pendant ce temps, les questions ne s'arrêtaient pas pour papa et maman. Les gens posaient des questions sur la maison. Sur le travail. Sur pourquoi papa avait l'air si fatigué ces derniers temps. Sur pourquoi maman avait arrêté d'organiser les déjeuners du dimanche. De petites choses. Des observations. Le genre qui s'accumule. Manon le ressentait le plus. Elle a arrêté de poster en ligne entièrement. Pas de photos. Pas de mise à jour. Pas de légende vague sur la gratitude ou la croissance. Elle a arrêté de sortir avec des amis aussi souvent. Quand elle le faisait, elle empruntait la voiture de maman ou se faisait conduire. Les gens remarquaient. Quelqu'un lui a demandé directement où était sa BMW. J'en ai entendu parler par elle, des semaines plus tard, dans un message vocal qui semblait plus vaincu qu'en colère. Elle a dit qu'elle ne savait pas quoi dire. Elle a dit qu'elle se sentait stupide. Elle a dit que tout le monde se souvenait à quel point elle avait été excitée, comment elle avait pleuré dans le garage, comment elle avait parlé de road trips et de sièges en cuir. Elle a dit que maintenant il n'y avait rien à montrer. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'avais appris que m'expliquer ne changeait jamais la façon dont les gens voyaient les choses. Le silence, si. Papa a essayé de prendre les devants au début. Il a appelé quelques parents. Il a présenté ça comme un mauvais timing. Un malentendu. Une mauvaise passe.
Il a dit que les choses rentreraient dans l'ordre bientôt. Mais les faits ne soutenaient pas l'histoire. La maison était plus calme. Les routines ont changé. La confiance qui rayonnait de lui avait disparu. Les gens pouvaient le sentir même s'ils ne pouvaient pas le nommer. Maman a arrêté d'appeler les gens autant. Elle a arrêté de corriger le récit. Je pense qu'elle était fatiguée d'essayer de maintenir les apparences en public quand tout s'effondrait en privé. Et je suis resté en dehors de ça. Quand les gens me contactaient, je ne racontais pas ma version de l'histoire en entier. Je ne listais pas les chiffres. Je ne décrivais pas les nuits tardives et les tableurs et les années de responsabilité. Je disais une phrase. J'ai arrêté de payer. Pas d'amertume. Pas de drame. Juste un fait. Certaines personnes se sont tues après ça. Certaines ont dit « je comprends ». Certaines n'ont rien dit du tout. Mais personne ne m'a plus appelé égoïste. Ce mot a disparu des conversations comme il le fait quand il ne correspond plus aux faits. J'ai remarqué le changement en moi aussi. La façon dont mes épaules ne se tendaient plus quand mon téléphone sonnait. La façon dont je ne ressentais plus le besoin de défendre mes choix auprès de gens qui n'avaient jamais vécu à l'intérieur de ma vie. Le silence que j'avais choisi faisait plus de travail que n'importe quelle explication ne le pourrait jamais. Un après-midi, je suis tombé sur une vieille amie de la famille au supermarché. Elle a souri poliment, puis m'a regardé de plus près, comme si elle me voyait pour la première fois depuis des années. Elle a dit « Tu as l'air plus légère ». J'ai ri doucement, surprise par l'honnêteté de la chose. J'ai dit « Je me sens plus légère ». Elle a hoché la tête, comme si c'était logique. Comme si elle avait vu cette histoire avant, peut-être vécue elle-même. Personne ne m'a plus demandé d'arranger quoi que ce soit. Personne n'a laissé entendre que je devrais intervenir pour le bien de la paix. Personne ne m'a rappelé que la famille passe avant tout. La compréhension tacite avait changé. Les gens ont vu que ce qui s'était passé n'était pas un caprice. C'était une limite. Papa a arrêté de m'appeler pour demander conseil. Quand il appelait, c'était bref. Neutre. Parfois gênant. L'autorité avait disparu de sa voix. À sa place se trouvait de la prudence. Les messages de maman se sont adoucis. Moins d'accusations. Plus de mise à jour. Elle me disait quand Manon commençait à travailler plus d'heures. Elle me disait quand papa passait tout un week-end à trier de la paperasse au lieu de regarder la télévision. Elle me disait des choses comme si elle rapportait la météo. Manon est restée principalement silencieuse. Quand elle me contactait, ce n'était pas pour se vanter ou se plaindre. C'était pour poser des questions simples sur l'âge adulte qu'elle n'avait jamais eu besoin de poser avant. Comment budgéter les courses? Comment savoir ce qu'on peut se permettre? Ces questions ressemblaient autrefois à des fardeaux. Maintenant, elles ressemblaient aux signes de quelque chose qui changeait, même si lentement. J'ai répondu à certaines. Pas toutes. J'ai choisi soigneusement ce que je donnais et ce que je gardais. Et je ne suis pas revenu dans le rôle de protectrice ou de pourvoyeuse. J'ai laissé mon absence parler. Il y a un pouvoir particulier dans le silence quand il est choisi et non imposé. Quand ce n'est pas de l'évitement, mais de la clarté. Je l'ai senti dans mon propre corps. Dans la façon dont mon souffle venait plus facilement. De cette façon dont mes pensées ne couraient plus devant pour anticiper le désastre. Pendant des années, ma famille avait parlé fort de loyauté et de sacrifice et de famille avant tout. Ils n'avaient jamais examiné qui payait pour ces valeurs. Maintenant, ils étaient examinés par d'autres. Discrètement. En passant. Dans des commentaires au vol et des sourcils levés. Et je n'ai rien fait pour l'accélérer. J'ai vécu ma vie. Travail. Amis. Soirée qui finissait sans anxiété. Matin qui commençait sans effroi. Le silence autour de mon nom a changé de ton. Il n'était plus tranchant ou critique. Il était réfléchi. Curieux. Parfois respectueux. Je n'avais pas besoin de justification. Je n'avais pas besoin d'excuses. J'avais besoin d'espace. Et je l'avais. Au fil des semaines, j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. L'histoire n'était plus la mienne à raconter ou à défendre. Elle leur appartenait maintenant. Et le calme que je gardais répondait à toutes les questions auxquelles il ne pouvait pas répondre.
La vie sans être le filet de sécurité n'est pas arrivée d'un coup. Elle est venue par petits moments qui semblaient presque ennuyeux au début. L'absence de crise était si peu familière que mon corps ne lui faisait pas confiance. Je me réveillais certains matins le cœur battant, me préparant à un problème qui ne venait jamais. Puis je réalisais que rien n'allait mal. J'allais au travail. Je répondais aux emails. Je participais à des réunions sans que la moitié de mon attention ne dérive vers mon téléphone. Le bruit de fond constant de la responsabilité qui m'avait suivi pendant des années s'est lentement estompé, comme un bourdonnement d'oreilles qu'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'il s'arrête. Mon patron, Julien, a remarqué le changement avant moi. Un après-midi, il m'a demandé de rester après une réunion. Son ton était décontracté, mais ses yeux étaient concentrés d'une manière qui me disait que ce n'était pas une conversation banale. Il a dit qu'il avait observé mon travail de près. Il a dit que je semblais plus présente ces derniers temps. Plus décisive. Il a dit qu'il me faisait confiance pour quelque chose de plus grand. J'ai senti une lueur de surprise, suivie de quelque chose de plus chaud. De la fierté, peut-être. Ou du soulagement. Pendant des années, j'avais été compétente. Fiable. Celle sur qui les gens s'appuyaient. Mais j'étais aussi fatiguée. Distraite. Coupée en deux entre ma propre vie et le labeur invisible qui m'attendait à la maison. Maintenant, il y avait de l'espace. Julien a commencé à m'inclure dans des conversations dont je n'avais jamais fait partie auparavant. Planification budgétaire. Stratégie à long terme. Décision qui nécessitait une pensée claire et un suivi. Je n'hésitais pas comme avant. Je ne doutais pas de moi-même. J'ai réalisé que j'avais fonctionné en mode survie si longtemps que j'avais oublié ce que ça faisait de construire au lieu de colmater. Mes finances ont changé aussi, non pas parce que j'avais soudainement plus d'argent, mais parce que l'argent que je gagnais restait enfin là où il devait être. Je payais mes factures à temps sans stress. Je mettais de l'argent de côté sans ressentiment. J'achetais des courses sans calculer combien il restait pour quelqu'un d'autre. Ce n'était pas du luxe. C'était stable. Je cuisinais plus. Des repas simples. Rien d'impressionnant. Mais je mangeais à ma table au lieu de rester debout au comptoir à faire défiler des messages. Je dormais mieux. Plus profondément. Sans rêve de téléphone qui sonne ou d'avis de retard. Il y avait des moments où le calme semblait trop calme. Je voyais quelque chose de petit qui me rappelait ma famille. Une publicité pour les soldes de Noël. Une maison avec des lumières à toutes les fenêtres. Une voiture comme celle que Manon conduisait. Ces moments venaient avec un pincement au cœur. Pas du regret exactement. Plutôt comme un deuil. Il me manquait parfois. Ou peut-être que l'idée de me manquait. La version de la famille dans laquelle j'avais passé des années à essayer de gagner ma place. Je me laissais ressentir cette tristesse sans agir dessus. Il y avait des jours où la culpabilité s'insinuait, non invitée. Elle chuchotait que je les avais abandonnés. Que j'avais choisi la paix plutôt que la loyauté. Que je devrais prendre plus de nouvelles, faire plus, être plus. Ces jours-là, je me rappelais la table. Les chaussettes. Les mots qui me disaient exactement où je me situais. Prends-le ou sors d'ici. J'étais sorti. Et j'étais toujours debout. La partie la plus étrange a été de réaliser combien d'énergie j'avais dépensé à attendre que quelque chose tourne mal. Même des semaines après que le chaos soit retombé, je me surprenais à scanner le danger. Vérifiant mon téléphone par réflexe. Répétant mentalement des réponses à des urgences qui ne venaient jamais. Un soir, alors que j'étais assis sur mon canapé à lire, ça m'a frappé soudainement. Je n'attendais pas de crise. Cette pensée m'a arrêté net. J'ai fermé le livre et j'ai fixé le mur, laissant la réalisation pénétrer. Pour la majeure partie de ma vie d'adulte, j'avais vécu dans un état d'anticipation, toujours prêt à intervenir, toujours paré à l'impact. Cette tension avait tout façonné. Mes choix. Mes relations. Mon sens de moi-même. Sans elle, je me sentais plus légère et aussi incertaine, comme quelqu'un qui apprend à marcher sans armure. Julien a repris des nouvelles de moi quelques semaines plus tard. Il a demandé comment j'allais, vraiment. Pas de la manière polie dont les gens demandent quand ils attendent une réponse polie. Il a dit que je semblais différente, dans le bon sens.
Je lui ai dit la vérité sans les détails. J'ai dit que certaines responsabilités personnelles avaient changé. J'ai dit que j'avais enfin de la place pour me concentrer. Il a hoché la tête comme s'il comprenait plus que ce que je disais. Les gens qui ont un peu vécu comprennent généralement. À la maison, mes routines sont devenues des ancres. Café du matin près de la fenêtre. Une promenade après le dîner. Musique douce pendant que je faisais le ménage. De petits actes de soins pour lesquels je n'avais jamais eu la disponibilité auparavant. J'ai arrêté de m'expliquer aux gens qui n'avaient pas besoin d'explications. Quand des nouvelles de la famille me parvenaient, elles venaient indirectement. Un message de maman sur Manon travaillant plus d'heures. Une brève mise à jour de papa sur le tri de la paperasse. Des informations neutres, partagées sans attente. Je répondais quand cela semblait juste. Brièvement. Gentiment. Sans offrir de solution. J'ai remarqué que mes réponses n'étaient plus suivies de demandes. La dynamique avait changé. Je n'étais plus la solution. Cette vérité s'est installée lentement, comme la poussière après un long trajet sur une route de gravier. Il y avait des nuits où je pensais à la version plus jeune de moi-même. Celle qui croyait que l'amour était quelque chose qu'on prouvait par l'endurance. Celle qui pensait qu'être nécessaire était la même chose qu'être valorisé. J'aurais voulu pouvoir lui dire que ce n'était pas le cas. Mais peut-être qu'elle avait besoin de l'apprendre à la dure, comme je l'ai fait. Un samedi matin, je me suis réveillé tard et je suis resté au lit à écouter la pluie contre la fenêtre. Pas d'agenda. Pas d'urgence. Juste le temps s'étirant devant moi comme une route ouverte. J'ai souri au plafond, un petit sourire privé, et j'ai senti quelque chose bouger à nouveau. Je ne retenais pas mon souffle. Cela peut sembler insignifiant, mais pour moi, cela semblait monumental. Je me suis levé, j'ai fait du café et j'ai laissé la journée se dérouler sans la forcer à être utile. J'ai fait des courses. J'ai répondu à quelques emails. J'ai retrouvé une amie pour le déjeuner et j'ai ri sans vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Sur le trajet du retour, arrêté à un feu rouge, j'ai croisé mon reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air fatigué, mais pas usé. Concentré, mais pas tendu. Je ressemblais à moi-même. La culpabilité n'a pas disparu complètement. Elle ne disparaîtra probablement jamais. L'amour laisse des marques même quand on trace des limites. Mais la culpabilité ne dirigeait plus ma vie. J'avais appris quelque chose que je ne savais pas avoir besoin d'apprendre. Que prendre du recul ne signifiait pas que j'étais sans cœur. Cela signifiait que j'étais honnête. Que la paix n'était pas quelque chose qu'on attendait de recevoir. C'était quelque chose qu'on choisissait, même quand cela décevait les gens qui bénéficiaient de votre sacrifice. J'ai tourné dans ma rue et j'ai garé ma voiture, la même que celle avec laquelle j'étais parti de Saint-Germain des mois plus tôt. Cela semblait être il y a une éternité et aussi comme hier. En montant les escaliers vers mon appartement, clé en main, je me sentais stable. Ancré. Je ne vivais plus en réaction. Je vivais vers l'avant. Et je savais, au fond de moi, que quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterais sans m'abandonner à nouveau. La conversation a eu lieu des mois plus tard, pas dans un affrontement dramatique, pas autour d'une table de fête, pas avec des témoins. Elle a eu lieu un après-midi ordinaire où l'air semblait neutre et où rien ne brûlait. Papa a appelé et a demandé si nous pouvions parler. Pas exiger. Demander. Je lui ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés dans une petite brasserie à mi-chemin entre mon appartement et la maison de Saint-Germain. Le genre d'endroit avec des banquettes en moleskine et le bruit des tasses à café et un faible bourdonnement de conversation qui rendait l'intimité possible sans isolement. Maman était déjà là quand je suis arrivé. Elle s'est levée quand elle m'a vu, a hésité, puis s'est rassise. Son sourire était prudent, étudié. Papa s'est levé plus lentement. Il semblait plus mince que dans mes souvenirs. Plus vieux d'une manière qui n'avait rien à voir avec le temps. Nous avons commandé de la nourriture que nous avons à peine touchée. Pendant un moment, personne ne savait comment commencer. Nous avons parlé de choses neutres. La météo. La circulation. Un voisin qui avait déménagé. C'était gênant, mais c'était honnêtement gênant, pas le genre où tout le monde fait semblant que rien ne va mal. Finalement, papa s'est raclé la gorge et a regardé ses mains. Il a dit qu'il voulait expliquer quelque chose. J'ai attendu.
Il a dit qu'il avait acheté la voiture parce qu'il voulait que Manon se sente spéciale. Il a dit qu'elle en parlait depuis longtemps. Il a dit que ses amis semblaient toutes avoir des choses qu'il n'avait jamais eues en grandissant, et qu'il voulait lui donner quelque chose qu'il n'avait pas pu se donner à lui-même à l'époque. Il a dit que ça semblait être la bonne chose sur le moment. Il a admis qu'il n'avait pas réfléchi. Il a admis qu'il supposait que tout resterait pareil. Il a admis qu'il ne m'avait jamais demandé combien je couvrais ou à quel point les choses étaient proches du bord. Il a dit qu'il pensait qu'être un bon père signifiait dire oui. Les mots ont atterri doucement entre nous. Maman a parlé ensuite. Elle a dit qu'elle avait ri ce soir-là parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Elle a dit qu'elle avait vu les chaussettes et s'était sentie mal à l'aise mais ne voulait pas contredire papa devant tout le monde. Elle a dit qu'elle s'était dit que c'était juste une blague. Elle n'a pas dit pardon. Pas directement. Mais sa voix s'est adoucie quand elle a dit qu'elle aurait aimé gérer ça différemment. J'ai écouté. C'était quelque chose que j'avais appris à faire sans préparer de défense. Papa a continué. Il a dit que quand les paiements ont cessé, il a paniqué. Il a dit qu'il s'était senti embarrassé et en colère et effrayé. Il a dit qu'il s'en était pris à tout le monde parce qu'il ne savait pas comment affronter la vérité. Il a dit que la vérité était qu'il s'était reposé sur moi sans jamais le reconnaître. J'ai laissé ça se poser. Il a dit que perdre la voiture avait été un signal d'alarme. Pas seulement pour Manon, mais pour lui. Il a dit que regarder la dépanneuse s'éloigner avait été l'un des pires moments de sa vie, non pas à cause de la voiture, mais parce qu'il a réalisé à quel point tout avait été fragile. Il a dit qu'il ne voulait plus vivre comme ça. Maman a ajouté que Manon avait changé. Elle a dit que Manon travaillait plus d'heures maintenant. Elle a dit qu'elle se plaignait moins. Elle a dit qu'elle posait des questions au lieu de supposer. Elle a dit que ce n'était pas facile, mais que c'était réel. J'ai regardé papa et je lui ai demandé une chose. Je lui ai demandé s'il ferait les choses différemment maintenant. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit oui. Il a dit qu'il aurait eu la conversation. Il a dit qu'il aurait regardé les chiffres. Il a dit qu'il m'aurait demandé au lieu de supposer. Il a dit qu'il ne m'aurait pas dit de prendre ça ou de sortir. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'allais obtenir. J'ai hoché la tête. Je leur ai dit que je ne reviendrais pas à la façon dont les choses étaient. Je leur ai dit que je n'allais pas gérer leurs finances ou aplanir leurs conflits. Je leur ai dit que je me présenterais comme une fille, pas comme un filet de sécurité. Ils n'ont pas discuté. Papa a dit qu'il comprenait, même s'il lui avait fallu trop de temps pour y arriver. Nous avons fini notre café. Nous nous sommes levés. Maman m'a serré dans ses bras, brièvement, comme si elle avait peur de tenir trop longtemps. Papa a mis sa main sur mon épaule et a pressé une fois. Ce n'était pas une remise à zéro. C'était une trêve. La vie ne s'est pas transformée en une fin bien rangée après ça. Nous ne sommes pas devenus une famille parfaite. Nous n'avons pas effacé le passé. Mais les mensonges ont cessé. Manon ne flottait plus dans la vie en supposant que quelqu'un d'autre la rattraperait. Papa ne prétendait plus que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Maman a arrêté de rire de choses qui devaient être affrontées. Et j'ai arrêté de rétrécir pour faire de la place à tout le monde. La famille passe avant tout signifie quelque chose de différent pour moi maintenant. Cela ne signifie pas se sacrifier jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Cela ne signifie pas rester silencieux pour maintenir la paix. Cela ne signifie pas être la personne la plus responsable dans la pièce pendant que tous les autres profitent des avantages. Pour moi, la famille passe avant tout signifie honnêteté. Cela signifie limite. Cela signifie refuser de financer le manque de respect. Cela signifie choisir l'intégrité plutôt que l'approbation. Partir n'était pas une vengeance de la manière dont les gens s'attendent à ce que la vengeance ressemble. Il n'y a pas eu de cris, pas d'exposition publique, pas de confrontation dramatique. Il y a eu du silence. Il y a eu la vérité. Il y a eu des conséquences qui sont arrivées selon leur propre calendrier. C'était suffisant.